Petit pas vert, des outils en santé environnementale pour les assistantes maternelles. Jeux et jouets. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Petit pas vert qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours de l'enfant et de son action en santé environnementale. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Julien. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est le 6e podcast que nous enregistrons et depuis le premier, nous avons couvert pas mal de sujets de votre quotidien d'assistante maternelle. La qualité de l'air, les produits ménagers, les produits d'hygiène et cosmétiques, l'alimentation. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de cette saison 1, nous allons nous concentrer sur les jouets et les jeux. Parce que jouer contribue au développement cognitif et affectif de l'enfant, tout en l'aidant à découvrir le monde qui l'entoure et à apprendre des codes des interactions sociales, d'où l'importance de bien les choisir, ces jouets, ces activités ludiques. Est-ce que c'est bien ça, Julien ? Oui, absolument. Et j'aurais même envie de rajouter que le travail de l'assistante maternelle n'est pas jeu en permanence, mais c'est aussi des moments d'interaction très sympathiques qui participent profondément au lien avec l'assistante maternelle. Et nous, les adultes, on aurait tendance à projeter un but, un objectif, une réalisation finale. C'est pas tout à fait ça ce qui est en jeu. Ça peut d'ailleurs nous interroger aussi pour nous adultes. Alors du coup, première question, même si maintenant, à force d'écouter ces épisodes, on devine un peu la fin, est-ce que les enfants sont plus vulnérables ou pas que les adultes ? Donc effectivement, comme on l'a vu dans tous les podcasts précédemment, l'enfant est plus vulnérable parce qu'il est encore en développement en termes d'organes, mais aussi d'immunité. Il respire beaucoup plus par kilos de masse corporelle, on l'a déjà expliqué. Il a tout le système en fait qui sera comparable à celui de l'adulte après l'âge de 16 ans, donc c'est une maturation qui est assez lente. Et puis il est aussi extrêmement exposé, près du sol, près des jouets, il lèche, il respire, il manipule et on en est très heureux, puis ça fait partie de son développement. Et alors justement, est-ce que les jouets peuvent présenter un risque pour la santé des enfants ? Oui, les jouets ne sont pas exempts de substances polluantes pouvant entrer dans le corps par ingestion, succion déjà la plupart du temps, par respiration, mais aussi par manipulation cutanée, réaction cutanée éventuellement, léchage des doigts, etc. Alors que dit la réglementation ? La réglementation, elle a notamment aujourd'hui exclu certains perturbateurs endocriniens, les fameux bisphénol A, mais ce ne sont pas les seuls bisphénols, il en existe d'autres. Pour autant, tous les perturbateurs endocriniens ne sont pas référencés et exclus des jouets. Ça pose aussi d'autres questions. Je pense aux retardeurs de flamme que l'on peut avoir dans les doudous, par exemple, d'où l'importance de les laver plusieurs fois avant de les remettre à l'enfant. Ok, donc si cette réglementation, elle évolue un peu difficilement, que penser d'acheter d'occasion ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter neuf en se disant que la réglementation a changé ou au contraire, il vaut mieux privilégier des objets qui auront été lavés plusieurs fois, donc acheter d'occasion ? Ça va dépendre du type de jouet. Si on est avec des jouets plastique souple, plutôt type caoutchouc, mousse, etc., moi j'aurais plutôt envie de le déconseiller. Pour autant, ça reste quelque chose d'intéressant, notamment pour des jouets en bois brut, non traités, par exemple. Et évidemment, les objectifs profonds, on est sur des objectifs de développement durable d'ordre global, donc ça reste quelque chose à réfléchir. Ok, donc si j'ai bien compris, tout ce qui est un petit peu de fibre naturelle, de bois brut, on peut l'acheter d'occasion. Par contre, tout ce qui va être joué en plastique, si on veut suivre, on l'évite au maximum, mais si on en a, on achète plutôt du neuf pour ces objets-là. En tout cas, évidemment, pas dégradé sur des plastiques plutôt durs ou mi-durs. Là où je suis particulièrement circonspect, c'est sur des plastiques très type caoutchouc et mousse. C'est les mêmes qui vont être souvent incriminés dans les fameux tapis d'éveil qui posent beaucoup de questions. Toi, tu parles des tapis en mousse qu'on met des fois... Je parle bien des tapis en mousse, effectivement. Oui, en forme de puzzle parfois. Tout à fait. Ok. C'est bien ça. Qui peuvent ressembler aux tapis de yoga, activités, qui d'ailleurs sont pas exempts d'interrogation aussi. Ils sont d'ailleurs parfois extrêmement odorants, ce qui doit pouvoir nous alerter. Mais parfois, lorsqu'ils ne dégagent pas d'odeur non plus, ce sont
quasiment tous les cas des sources de polluants sur lesquelles l'enfant est très très près, en plus du sol. Ok, donc privilégier les matières fibres naturelles, bois brut. Tu as dit faire attention à l'odeur, essayer d'éviter tout ce qui a une forte odeur. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre sur le choix ? Il y a d'autres types de jouets, notamment tout ce qui est connecté, qui est particulièrement à éviter. Je sais plus si on avait abordé aussi la question du babyphone connecté, mais la question est un peu la même. D'ailleurs, l'exposition aux écrans, on va la développer un petit peu tout à l'heure, pose d'autres problèmes aussi. Prudence avec les cadeaux publicitaires, les goodies, qui ne sont pas en fait des jouets qui ressemblent mais ne répondent pas à la même réglementation, y compris en termes d'accidents domestiques, d'arrachage, de déchirures, etc. Le plus possible, d'acheter le moins de jouets possible et de privilégier la qualité. Il y a les jouets qui sont aussi parfumés, qui sont particulièrement à viser. Ils sont à minima irritants, peut-être même bien plus. Alors, pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça, est-ce qu'il existe des labels un petit peu éco, naturels, non toxiques ? Alors, s'il en existe pour le textile, notamment Okeotex par exemple, enfin on va pouvoir regarder sur les documents, je ne saurais trop vous conseiller le kit assistante maternelle santé-environnement que vous trouvez facilement sur nos liens. Eh bien, pour les jouets en général, il n'y a pas un label qui vous garantit que le jouet a une approche santé environnementale. Si on est sur le bois, là il peut y avoir un label sur l'engagement global du bois, mais pareil, prouvant que le bois est sans polluants directement, c'est un petit peu plus compliqué. C'est effectivement un axe de travail. S'il pouvait y avoir un label qui nous garantisse globalement des jouets dans cette approche-là, ça serait une belle approche, une belle avancée. En plus du kit assistante maternelle, le document du WECF dans le cadre des ateliers nesting spécifiques sur les jouets qui s'appelle Protéger les enfants des substances toxiques est là parmi ce qu'on a de plus complet aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu penses du CE qui est parfois mentionné derrière des jouets ou sur des jouets ? Alors ça, c'est une mention obligatoire, mais qui est en fait un déclaratif du fabricant. Sans contrôle derrière, ça ne montre pas qu'une étude a été faite et prouve que c'est le fabricant qui déclare qu'il n'a pas mis de substances interdites sur le territoire de l'Union européenne. Merci pour ces repères, mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les écrans dont tu parlais. J'ai des retours d'assistantes maternelles qui s'inquiètent que les enfants soient de plus en plus souvent devant des écrans, de plus en plus tôt, et qui les sollicitent en fait pour avoir du contenu. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Que c'est hyper stimulant, que ça fonctionne effectivement très bien en fascination, que par contre, eh bien ça focalise l'enfant sur cette source-là, sans mise en jeu de sa créativité. Et au-delà de ça, il y a aussi un effet de lumière qui envoie au cerveau des messages qui sont en fait à l'encontre du fonctionnement jour-nuit et de l'organisation de la journée de l'enfant. Donc l'exposition précoce de l'enfant aux écrans questionne particulièrement, fait partie d'éléments repérés en ralentissement potentiel du développement et c'est à gérer très clairement. Le zéro écran, c'est pas toujours simple, mais pour autant avant 3 ans, ça serait particulièrement ce qui serait à conseiller. Ce que j'entends de ce que tu dis, ça veut dire que les écrans, ça peut perturber le sommeil de l'enfant, ça peut perturber son comportement et qu'il vaut mieux éviter donc cette exposition précoce aux écrans parce que ça peut avoir un impact sur son développement cognitif, physique, etc. Et pour ça, j'ai aussi des petites astuces qui peuvent vous aider à faire de la prévention auprès des parents parce que souvent, les assistantes maternelles, elles n'ont pas d'écran, elles ne mettent pas d'écran à disposition des enfants, ce sont surtout les parents. Et pour ça, j'ai deux, trois idées de choses que vous pouvez mettre en place en fonction de la communication que vous avez et de la relation de confiance que vous avez instaurée avec les parents. La première, c'est de mettre une affiche de prévention à l'entrée. Ça peut déjà faire un début de communication. Il y en a sur psychomotricien-libéral.com. Il y a en fait tout le listing de toutes les affiches qui existent à l'heure actuelle d'infographies sur les écrans.
Il est aussi possible de parler des effets directement avec bienveillance, toujours avec les parents, en sachant qu'il ne faut pas attendre de changement du jour au lendemain. Parfois, ça peut prendre un peu de temps et il faut aussi l'accepter et travailler avec ça. Vous pouvez montrer l'exemple et le valoriser, dire qu'il n'y a pas d'écran dans la maison et que du coup, l'enfant, vous le sentez mieux. Voilà, à vous de trouver peut-être les bons mots. N'hésitez pas à parler des formations et de ce que vous avez entendu durant les formations. Et de leur dire de cette façon-là, ça leur permet de voir aussi que vous vous formez, que vous êtes à jour dans ce que vous dites, et ça c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui leur disait, donc le message parfois passe un petit peu mieux. Et la dernière chose, c'est de proposer des alternatives concrètes directement aux parents, au-delà de leur parler des bénéfices du jeu libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'occuper des enfants. On peut leur proposer de garder de côté toujours des jouets qu'on ressort quand on a vraiment besoin de 5 minutes, de 10 minutes pour faire quelque chose, au lieu de les mettre devant un écran tout de suite. On peut ressortir ces jeux-là. Les enfants n'ont pas l'habitude de les voir, ils les ont oubliés et en fait, ils sont tellement contents de les retrouver qu'ils ils vont y jouer, ça va les occuper un certain temps pour pouvoir faire autre chose. Finalement, la découverte de ce jouet ou ces jouets va jouer le même rôle que l'écran, un rôle de fascination et d'attirance très forte. C'est exactement ça. Alors, dernière question, une fois que les enfants ont utilisé ces jouets, comment on peut les entretenir et les stocker ? Alors, le nettoyage, déjà, faut se rappeler que tout frottement, rinçage est déjà un nettoyage. La microfibre plus l'eau sur des jouets plutôt durs va fonctionner. Le lave-linge pour les jouets plutôt en tissu, en textile va être efficace, comme pour les autres textiles. Attention aux quantités de lessive, on a déjà dit, la moitié de la dose conseillée est largement suffisante. La mise en quarantaine des jouets utilisés pour réutiliser non pas le lendemain mais le surlendemain est quelque chose qui fonctionne facilement aussi. Attention au stockage de certains jouets qui ne sont pas en fait des jouets, ce sont des jeux sportifs. Je pense à tout ce qui est ballon, alors balle de tennis particulièrement polluant, d'autant plus, des choses qui devraient plutôt être au garage si c'est pas exposé aux gaz d'échappement qui vont se concentrer dessus, mais en tout cas pas être dans l'espace de jeu quotidien des enfants, et ça vaudrait pour des parents, pas dans une chambre, assurément. Très bien. Merci Julien pour tous ces éclairages. Maintenant, on passe à la seconde partie avec une question d'une assistante maternelle. Bonjour Amandine et Julien. Voilà, en tant qu'assistante maternelle de zone rurale, je me posais la question de savoir quelles étaient d'après vous les recommandations d'âge pour faire interagir un bébé en nature. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement d'indication d'âge, ça dépend en fait de la surveillance que l'on peut opérer, et j'ai vraiment envie de rappeler que on est né pour être dehors en fait, à l'origine, donc c'est là où la stimulation est la plus grande, y compris les choses qui peuvent être mises à la bouche, qui doivent être contrôlées. C'est pas catastrophique tant qu'il n'y a rien de toxique directement, que l'environnement est géré, pensé, qu'il n'y a pas d'engrais, de pesticides, de végétaux potentiellement toxiques. Après, il y a souvent ce qui pose question à l'assistante maternelle, c'est la propreté des vêtements. Il existe des petites combinaisons de protection aujourd'hui qui permettent de pas se salir et inquiéter aussi les parents sur les salissures. Mais dans l'absolu, moi, ça m'inquiéterait pas du tout. Bien penser peut-être à la protection solaire, on en a parlé dans le dernier épisode. Oui, effectivement. La protection solaire, donc pour rappel, d'abord c'est d'être couvert, de pas avoir trop de zones exposées, et si besoin il y a, la crème solaire est une protection efficace et nécessaire, à penser Cosme Bio certifié et indice 50 plus. Surtout casquette, lunettes de soleil si l'enfant les supporte, et le plus possible à l'ombre, tout en pensant que à l'ombre de feuilles d'arbre par exemple, il y a aussi des UV, une bonne partie. Très bien. Je voulais aussi vous parler valoriser le fait d'amener des enfants dehors, parce qu'il y a le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes en 2021 qui a dit que c'était un excellent outil pédagogique et que la sensibilisation des enfants à la richesse et à la beauté de leur environnement naturel commence très tôt. Donc ne pas hésiter, ne serait-ce qu'à leur montrer, à les promener dehors. Ça leur aide à apprendre des phénomènes naturels qui existent, et c'est indispensable à leur épanouissement. Et puis concrètement, ils vont manipuler, partager, tâtonner, explorer ensemble ou pas, et
Et pardon, je vois que tu veux intervenir. Non, c'est parce que ça donne un fondement, ça rappelle en fait ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et parfois, c'est bien d'avoir quelques références institutionnelles, on va dire. Ça rappelle les choses. Et bien justement, je vais vous proposer dans une troisième partie une chasse au trésor, une activité à faire à l'extérieur. Chouette. Pour cette chasse au trésor dans la nature, vous aurez besoin d'un coin de nature. Alors ça peut être partout, ça peut être lors d'une promenade en ville, ça peut être dans un parc, comme dans votre jardin. Il vous faudra des cailloux, un crayon et un petit pochon. Donc vous allez prendre des cailloux et dessiner dessus des éléments de la nature. Alors des choses très très simples, vous pouvez prendre un exemple sur un livre ou sur internet, une feuille, une branche, un marron, une fleur, une plume, enfin voilà plusieurs exemples. Vous placez tous les cailloux dans un pochon et l'idée c'est que l'enfant va venir en piocher un et partir à l'aventure dans l'endroit que vous aurez trouvé pour rechercher cet objet-là. Et ce qui peut être sympa pour l'adapter au tout petit, c'est qu'une fois que l'enfant a trouvé, par exemple, le bâton que vous aviez dessiné sur le caillou, il peut venir le montrer aux tout petits qui sont à côté, que voilà, vous pouvez pas poser peut-être dans l'air parce qu'il fait trop chaud ou parce que c'est pas adapté sur le moment. Et vous pouvez lui montrer, lui faire sentir, lui parler de la saison. Enfin voilà, même s'il comprend pas tout, l'idée c'est de le faire interagir avec la nature. Et puis ça donne effectivement envie de jouer, d'interagir. N'hésitez pas à reproduire cette activité à chaque saison, ça permet à l'enfant de découvrir un petit peu les différents cycles de la nature. Et je voudrais prendre le temps pour conclure cette première saison de remercier toutes les assistantes maternelles et les animatrices de RPE, tous ceux qui se sont inscrits à la newsletter pour vos messages, vos questions, vos partages d'expériences. C'était très enrichissant pour nous et j'espère qu'on vous aura apporté un petit quelque chose pour vous aider dans votre quotidien. Merci aussi à toi Julien de répondre chaque mois à mes questions. Avec plaisir, merci Amandine pour cette occasion. Et puis tout le plaisir. Aujourd'hui c'était les jouets, donc ça va bien avec. Ouais, c'était ludique. Complètement. Et merci aussi à l'équipe Libellule Productions et à toutes les personnes qui nous aident à améliorer le contenu de ce podcast. Je pense à d'autres membres de la MUT, à Marcia, à Sophie et à Michel, je vais redire Julien, qui nous aident à préparer ce podcast. La saison 2 arrive bientôt avec encore plus de partages, d'astuces concrètes et de témoignages inspirants. Dites-nous d'ailleurs ce dont vous avez envie parce qu'on peut encore l'adapter dans la newsletter toujours au même endroit. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre environnement.